Bonjour, aujourd'hui je vous donne des éléments de test et de comparaison entre le nouveau 70-200-2.8 Nikon et l'ancien 70-200-2.8 Nikon. Voilà, bienvenue dans cette nouvelle émission photo, un sujet un petit peu atypique aujourd'hui puisque pour une fois je vais parler matériel, mais je suis en pleine finalisation du test du 70-200-2.8, donc celui qu'on va appeler le VR3 par souci de facilité, mais qui s'appelle très exactement AFS Nikkor 70-200-2.8 FL ED VR. Et donc je voulais vous montrer de visu, puisque j'ai les deux à disposition, je trouvais que c'était l'idéal. Et pour ce qui est du test plus complet, eh bien vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo. Ça va vous renvoyer sur le site avec les photos et puis toutes les informations complémentaires. Alors pour commencer, quelques mots sur l'apparence visuelle de cette nouvelle optique. Bon, j'ai retiré le pare-soleil ici, mais le pare-soleil vient par-dessus, bien évidemment. Vous savez que vous pouvez également le plier dans l'autre sens. Alors ça, c'est valable sur les deux modèles. Là, le bouchon qui se sauve. Voilà, on va essayer de le faire tenir. Alors, visuellement parlant, donc si je pouvais les poser côte à côte, je vais essayer de le simuler comme ça, mais vous voyez que ces deux modèles, donc ça c'est le VR2, c'est la deuxième génération de 70-200-2.8, il y a eu le VR1, il y a eu le VR2 qui est donc celui-ci, et puis ça c'est, alors il s'appelle pas VR3 officiellement, il s'appelle EFLED, mais on va dire que c'est le VR3. Donc en termes de taille, vous voyez que c'est sensiblement la même chose, en termes de diamètre aussi, et en termes de poids, écoutez, je vais vous en parler après. Il y a une différence, mais je vais vous dire laquelle. Donc ça, c'est pour la présentation des deux optiques. Alors, que vous dire de plus? En termes d'encombrement, très honnêtement, c'est la même chose. J'ai pris les deux dans le sac, et puis je peux utiliser les deux là, en parallèle, c'est la chance que j'ai ces jours-ci. Honnêtement, il n'y a pas de différence. Vous voyez qu'en termes de longueur ou autre, c'est strictement pareil. La seule différence ergonomique que l'on trouve sur le nouveau modèle, c'est, alors premièrement, c'est l'inversion des bagues de zoom et de mise au point. Donc sur ce nouveau modèle, on a ici la bague de mise au point et ici la bague de zoom. Sur l'ancien modèle, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la bague qui est au plus proche de la lentille frontale, c'est la bague de mise au point, alors que la bague de zoom, elle est en dessous. Alors qu'est-ce que ça change? Écoutez, à l'utilisation au quotidien, je ne l'ai pas mis sur le boîtier parce qu'il aurait fallu que je passe de l'un à l'autre en permanence et j'ai qu'un boîtier aujourd'hui. Mais au quotidien, il s'avère plus pratique d'avoir la bague de zoom au plus proche de la lentille frontale en fait. Alors imaginez qu'il y a un boîtier, mais vous tenez l'objectif comme ça, ou bien il est sur son pied, et en fait quand vous voulez zoomer, eh bien avec les deux doigts de la main, là, vous avez directement accès à la bague de zoom. Si je fais la même chose avec le VR2, et quand je le tiens comme ça, c'est la bague de mise au point que j'ai, donc c'est un peu moins pratique, et il faut en fait reculer la main, ou reculer, quand vous portez le boîtier, reculer légèrement, pour accéder à la bague de zoom. Et c'est vrai que l'équilibre, finalement, est un peu moins bon. Donc, quand on utilise le VR3, donc le nouveau, eh bien, l'équilibre est un peu meilleur. Alors, c'est pas transcendant à ce point-là, mais c'est quand même plus sympa. Ensuite, deuxième différence majeure, c'est le fait que donc ce nouveau modèle dispose de boutons de fonction ici. Alors, je ne sais pas si on les voit bien sur la vidéo, mais vous avez 4 boutons qui font le tour de l'optique. Donc ces boutons, ils sont couplés à l'autofocus. Alors pour ça, donc vous avez un commutateur ici, parmi les différents commutateurs qui sont présents sur l'optique, vous avez un commutateur qui permet en fait d'utiliser ces boutons pour piloter l'autofocus ou pas. Alors si vous les activez, c'est tout, ils ne servent à rien. Si vous les activez, ça permet de ramener le couplage de l'autofocus sur les boutons. Alors en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que traditionnellement, si vous utilisez le VR2 ou n'importe quel autre objectif Nikon ou compatible, vous faites la mise au point en appuyant à mi-course sur le déclencheur. Et la mise au point se fait sur l'objectif. Ou bien vous avez la touche AFL qui vous permet, enfin iPhone plutôt, qui vous permet de faire la mise au point depuis le boîtier. Mais quand on a un gros zoom comme ça,
en main, eh bien, selon la taille du boîtier, alors je l'ai testé avec le D750, eh bien, ça fonctionne bien sûr, mais il s'avère plus pratique de passer par ces boutons-là. C'est-à-dire que, imaginez toujours que vous avez le boîtier qui est là, eh bien, vous pouvez cadrer aisément, et en fait, d'une pression, et si simulé, je vais tourner pour qu'on voit mon doigt, mais d'une pression du doigt, ici, vous appuyez sur le bouton, c'est un petit bouton au poussoir, on n'entend pas le clic, hein, c'est assez léger. Vous appuyez sur le bouton et eh bien, la mise au point est directement commandée de la même façon que si vous aviez appuyé sur le déclencheur à mi-course ou sur le bouton à iPhone. Donc en fait, c'est un transfert du bouton à iPhone. Si toutefois vous mettez l'objectif, vous le tournez d'un quart de tour parce que vous passez de portrait à paysage et l'inverse, eh bien vous avez un autre bouton qui vient ici. Même chose si vous le tournez de l'autre côté, puisqu'il y a 4 boutons qui font tout le tour. Donc ça, c'est le petit côté pratique. Ce sont, alors ça et l'immersion des bagues, ce sont les deux différences majeures en termes d'ergonomie sur ces optiques-là. Pour le reste, alors je voulais vous parler du poids, parce que Nikon a communiqué sur le fait que le nouveau modèle était plus léger. C'est vrai que pour les avoir mis tous les deux sur la balance, il y a 100 grammes en faveur du nouveau modèle, donc ce que j'appelle moi le VR3. Alors il y a véritablement 100 grammes en moins, et la balance, c'est scientifique, hein, elle me l'a vraiment montré, c'est ma balance, hein, c'est pas celle de Nikon. Maintenant, très honnêtement, à l'usage, vu le poids de l'optique, donc il fait un peu plus de... il doit faire 1 kg, 2 ou 3, je sais même plus exactement. À l'utilisation, quand vous avez le boîtier et l'optique, les 100 grammes d'écart, je suis un petit peu au regret de dire que ça ne change pas grand-chose, c'est-à-dire que, très honnêtement, on ne les sent pas. Quand vous vous trimballez avec l'objectif et le boîtier, que j'ai celui-ci de nouveau ou bien que j'ai l'ancien, les 100 grammes d'écart, j'y fais pas attention, honnêtement, ce n'est pas sensible. Donc pour moi, ce n'est pas un argument suffisant pour justifier le fait de dire, voilà, il est plus léger que l'ancien. C'est vrai sur certaines optiques Nikon. Je me rappelle en particulier des 500 et 600 mm où là il y avait un gain qui était de l'ordre de 1 kg ou 1,5 kg, c'était énorme, mais bon, ce sont deux grosses optiques. Donc on avait vraiment une différence hyper sensible. Là, sincèrement, 100 grammes d'écart, ça change pas grand-chose. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, pas d'autres différences en termes d'ergonomie. Je vous montre aussi enfin pas les trépieds, mais les colliers de pied. Vous voyez que là aussi, c'est identique. Et puis, les commutateurs. Alors, c'est sensiblement la même chose. En fait, le commutateur, on a juste donc ce système. Alors, je vais essayer de vous le montrer là. Sur le VR2, vous avez donc de haut en bas ici le commutateur manuel automatique pour l'autofocus. Vous avez ici le limiteur de plage de mise au point, donc soit en position infinie 5 mètres, soit en position full, c'est-à-dire que l'autofocus peut faire la mise au point sur toute la plage de distance. On a l'activation ou la désactivation du système VR. Et puis le VR en position normale ou active. Vous savez qu'active, c'est quand vous êtes... donc normal, c'est quand vous êtes en utilisation courante, vous le désactivez sur trépied, et puis active, c'est plutôt pour les utilisations du style, si vous partez dans la brousse, que vous êtes dans une Jeep, et puis que ça fait ça en permanence, et bien voilà, si vous-même vous sautez un peu, et bien vous le mettez sur actif. Alors, à titre de comparaison, donc, sur le nouveau, on a en fait en haut la même chose, le même commutateur automatique manuel pour l'autofocus, le limiteur de distance. Pareil, le bouton pour le VR. Alors, si ce n'est que ici, le commutateur VR, il intègre, en fait, il y a un seul commutateur, alors qu'on en avait deux sur le précédent modèle, puisqu'il intègre la position sport, qui est sport, c'est l'équivalent de actif sur la version précédente. Et puis, donc ici, le commutateur qui permet de commander, enfin d'activer ou non les boutons qui sont là. Donc voilà pour ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc il y a comme différence également, alors ça je ne peux pas vous le montrer, mais par construction, ce nouveau modèle dispose de joints d'étanchéité à tous les endroits où il peut y avoir un risque de pénétration, de ruissellement ou de poussière, donc en particulier au niveau des bagues de zoom et de mise au point, tous les commutateurs derrière, et puis tout ce qui peut un peu tourner et laisser passer des micro-poussières dans l'objectif, ce que n'a pas aussi bien le VR2, mais qui est déjà quand même plutôt bien protégé tout temps. Il y a un cran supérieur sur le nouveau EFL ED. Alors justement, pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça?
Il faut un peu décoder quand même les appellations chez Nikon parfois. Donc AFS, AF pour autofocus bien sûr, le S parce qu'il a une motorisation intégrée, donc qui permet de ne pas utiliser la motorisation du boîtier, donc qui est plus rapide. Ensuite, on a le E, donc 70-200-2.8E. Alors le E, c'est la commande électromagnétique du diaphragme. Vous savez peut-être que sur les dernières optiques Nikon, et sur les dernières optiques concurrentes également, Sigma fait la même chose aujourd'hui, eh bien on a une commande électromagnétique du diaphragme et non plus une commande mécanique. Ça permet d'avoir une meilleure précision dans l'ouverture, dans le pilotage de l'ouverture du diaphragme, et puis surtout, Nikon nous dit une meilleure répétabilité quand on est en mode rafale, par exemple, quand vous êtes en prise de vue continue, le diaphragme il n'arrête pas de s'ouvrir et de se fermer, et bien ce système de commande permet d'avoir un diaphragme qui revient pile à la même valeur, alors qu'il peut y avoir des légers écarts sur les commandes mécaniques, donc c'est toujours un facteur de progrès en matière de contrôle de l'exposition. Donc ça c'était le E. Le FL, c'est pour la lentille frontale, qui est en cristal de fluorite, et donc qui est un petit peu plus légère, c'est là qu'il y a en partie le gain de poids entre les deux versions, et qui est traité, l'avantage de ce type de matériau, c'est qu'il est traité anti-ruissellement, donc je vais pas le faire là, mais si on était sous la pluie qu'il y a des gouttes d'eau par exemple, eh bien les gouttes d'eau vont s'écouler beaucoup plus vite sur ce type de lentille que sur les modèles précédents. Alors c'est pas propre au 70-200, ça c'est tous les modèles FL chez Nikon ont maintenant donc cette capacité à évacuer plus facilement tous les petits ruissellements, les poussières, les corps gras, tout ce qui peut se poser sur l'optique. Donc voilà pour ça. ED, il restait alors dans l'appellation ED, c'est la qualité des verres. Vous savez que ED, ce sont les verres à faible dispersion qui permettent de réduire toutes les aberrations chromatiques, la coma et ainsi de suite. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, donc, alors je ne vais pas en faire 2 heures parce que là, sans faire des photos, forcément, voilà, je ne vais pas vous occuper plus longtemps que ça. C'est toujours difficile aussi, au travers d'une vidéo, de montrer des photos qui seraient suffisamment pertinentes pour mettre en évidence les différences entre les deux optiques. Honnêtement, si je fais ça, vous n'allez rien voir. Et ça sert à rien que je vous dise tiens regarde là la photo elle est meilleure avec le nouveau qu'avec l'ancien. Sur une vidéo vous verrez strictement rien, de même que très sincèrement sur une image web, alors je vais en mettre quelques-unes dans le test mais je me fais pas trop d'illusions, c'est pas vraiment sur ce type d'illustration qu'on verra la différence entre les deux optiques. Pour voir la différence il faut faire un tirage grand format et puis aller fouiller dans les coins, aller fouiller sur les bords de l'image, aller fouiller au centre et puis regarder ce qu'il en est vraiment. Mais ne vous attendez pas à trouver des tests qui vous mettent en évidence que ça saute aux yeux, le fait que le nouveau est meilleur que l'ancien, ou l'inverse. Alors il est un peu meilleur partout, effectivement, mais ça ne va pas sauter aux yeux de cette façon-là. Et très sincèrement, si vous le voyez sur un site qui revendique ça, eh bien je pense qu'il faut lire le test à plusieurs fois, parce que sur un écran d'ordinateur, vous ne verrez probablement pas la différence. Seules les mesures optiques sur un banc optique, ce que fait par exemple JMS, Jean-Marie Sépulcre, qui fait des tests vraiment plus scientifiques avec un protocole, ou DxOLab, eh bien là vous allez avoir des mesures scientifiques qui vont vous donner la différence. Alors maintenant, entre une courbe sur une feuille de papier et puis le résultat en image, on est en droit de se poser la question de dire est-ce qu'un point de plus ou un point de moins sur une courbe, ça va faire une meilleure photo ou une moins bonne photo. Je suis le premier à ne pas en être persuadé. Voilà, donc c'était la comparaison des deux 70-200 2.8 Nikon, donc le VR2, la deuxième génération, et le nouveau EFLED, ce que j'appelle troisième génération VR3. Vous pouvez retrouver toutes ces infos-là, ainsi que le test un peu plus détaillé, enfin le test tout court d'ailleurs, sur le site en suivant les liens dans la description de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous rappelle que pour suivre la chaîne et puis toutes les émissions photos quotidiennes, eh bien vous vous abonnez ici en cliquant sur le petit logo. Vous serez notifié des nouveaux épisodes. Sur Facebook, c'est liker la page là-haut, enclencher les notifications. Et puis, si vous avez des questions, que ce soit sur ces optiques, sur la gamme Nikon en général, ou bien sur la photo encore plus en général, eh bien, vous pouvez rejoindre ma liste de contacts perso, ça doit s'afficher par là, dans la description, fouillez bien, et comme ça, on peut interagir directement par mail, peut-être de façon un peu plus privée, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Merci, à très bientôt pour un prochain épisode.